Nous avons parlé de la ville décarbonée entre professionnels avec des idées vraiment intéressantes et nouvelles, notamment sur l'énergie grise des bâtiments, sur qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment bas carbone et est-ce qu'il est possible de le faire plus léger qu'il n'est aujourd'hui. Et puis bien sûr les sujets récurrents, c'est-à-dire comment imposer la réhabilitation de préférence à la démolition-reconstruction. Qu'est-ce que c'est que la densité d'usage, l'intensité d'usage? Est-ce qu'il est possible d'utiliser des bâtiments de façon plus intense qu'on ne le fait aujourd'hui, avec des bâtiments qui parfois ne sont occupés que pendant 25% de leur temps? Et puis, bien sûr, comment faire payer les externalités négatives de la construction carbonée, de façon à ce que la construction décarbonée devienne plus compétitive, hein, parce qu'aujourd'hui, elle coûte plus cher, mais elle coûte plus cher parce que les externalités négatives de la construction carbonée sont payées par les collectivités et par les citoyens. C'était des débats qui étaient passionnants. Si je devais tenter, moi, de les résumer en quelques points. Le sujet qui nous importe, c'est pas de faire conjuguer de façon mécanique l'urgence écologique, le bâtiment bas carbone, et le coût économique. Le premier sujet, c'est de voir, d'associer un budget travaux à un budget carbone et de faire les choix de parti qui permet de faire à la fois moins d'euros et moins de carbone. Dans les points qui ont été échangés, je dirais qu'il y a 4 éléments essentiels pour accélérer vers la ville bas carbone. Le premier, évidemment, c'est le carbone gris. Le carbone gris, c'est comment fait-on pour faire des bâtiments que l'on transforme avec le coût carbone le plus faible. Le deuxième point, c'est la question de l'obsolescence. C'est un point qui a été abordé sur la suite de cette table ronde. Il me semble extrêmement important de réfléchir à la durée de vie typique des objets qu'on conçoit ou qu'on transforme. Si on fait un bâtiment bas carbone, mais qui est explosé au bout de 10 ans, nous n'avons rien gagné et la planète n'a rien gagné. Donc, le troisième point, c'est évidemment les émissions carbone qui sont liées à l'usage du bâtiment. Et là, évidemment, de faire des bâtiments qui soient sobres, simples, facilement appropriable par les usagers, parce que la ville bas carbone, elle doit être aussi inclusive et compréhensive et désirable par tous. Et puis le quatrième point, on a parlé aussi beaucoup de mobilité, en mentionnant d'un côté que, évidemment, la ville décarbonée, le bâtiment, a encore beaucoup de chemin à faire pour être meilleur en carbone gris, être meilleur en carbone d'exploitation, d'être beaucoup plus diligent vis-à-vis de nos existants et de regarder l'obsolescence de nos objets. Mais alors que s'il y a un endroit qui doit faire vraiment ces révolutions, c'est l'univers de la mobilité. Et c'est le sujet essentiel de la REP qui est d'articuler les deux. Là-dessus, la mobilité bas carbone, et quand on pense particulièrement à la voiture, et à des années-lumière de tous les efforts qu'ont fait le bâtiment. La voiture contemporaine, c'est du SUV, c'est une voiture qui certes émet un peu moins de carbone en usage, mais qui ne dit pas quel est son impact carbone en termes constructifs, et qui surtout nous encourage dans un mécanisme d'obsolescence et de changer de véhicule tous les 18-24 mois. Et donc Jean-Louis Messica a aussi insisté sur la nécessité à passer à une mobilité de service et de sortir de cette mobilité propriétaire. Et je pense que cette articulation entre l'architecture, entre la mobilité et l'usage est le pivot absolu de cette accélération. Et juste pour finir, cette accélération, c'est d'abord une question culturelle. Quand on est en ville et qu'on a la chance d'être en ville, c'est à la fois un choix, mais c'est aussi qu'on fait sans doute petite partie des plus nantis et des plus riches, y compris de la planète. Sans doute, les populations qui sont aussi ici sont absolument partie des 10% qui émettent 50% des émissions mondiales. Et donc on a un devoir à la fois d'être exemplaire, et on a aussi un devoir de produire des imaginaires désirables qui sont autre chose que celui d'un monde de la consommation et d'un monde de la consommation carbonée. Et donc c'est ça le vrai défi qu'il faut faire, c'est d'abord de représenter des choses qui soient désirables et qui font que tout le monde veut aller dans cette direction.